Donc le problème général du routage de navire, c'est de trouver une route optimisée pour un navire pour aller d'un point à un autre en tenant compte de facteurs environnementaux, typiquement le vent, les vagues, ce genre de trucs. Donc je sais qu'il y a certains qui connaissent ce problème ici. Hein, voilà. Donc je vais d'abord parler du problème, ensuite je vais vous présenter une approche que j'ai développée, qui est très simple. Hein, c'est vraiment un algorithme très simple qui s'appelle WRM, et puis on va voir ce que ça donne quand on le fait tourner, hein, puisque j'ai un petit logiciel qui fait notamment des dessins. Hein. Donc les facteurs environnementaux qui nous intéressent, donc on a dit, c'est le vent, les vagues, hein, et quand on va vouloir calculer, trouver une route optimisée pour un navire, on va utiliser des prévisions qui vont me donner les valeurs probables, on va dire, du vent et des vagues. Il pourrait y avoir aussi les courants. Moi, je ne vais pas en parler, je ne me suis pas intéressé aux courants. Hein. Et donc, ces prévisions sur une certaine période et avec une certaine précision, hein, c'est-à-dire à partir d'un certain maillage du globe terrestre, de la surface de l'océan, si vous voulez. Donc, alors, ces facteurs météo, ils vont avoir une influence sur la progression du navire, hein, notamment typiquement si vous avez du vent qui vient de face par exemple, ben, le navire va avoir beaucoup plus de mal à progresser, hein, que s'il a le vent dans le dos par exemple. Hein. Donc j'ai représenté ici des polaires, hein, pour vous donner une idée. Hein, si j'ai un vent de 15 nœuds et en fonction du niveau de puissance du moteur, puisque c'est ce paramètre qui va m'intéresser, hein, en fonction du niveau de puissance du moteur, par exemple la courbe jaune correspond à un niveau de puissance du moteur de 25 kW, hein, ben vous voyez que la vitesse du navire, en fonction de l'angle par rapport au vent, elle va évoluer. Hein. Par exemple, je reprends cet exemple, si vous avez 15 nœuds de vent et que le navire va face au vent, eh ben, il va avancer à 15 nœuds avec ce niveau de puissance du moteur. Si il est à 45 degrés du vent, sa vitesse va être plus faible, et s'il est avec le vent dans le dos, sa vitesse elle va être plus élevée. Donc l'effet du vent sur la progression du navire va faire que pour trouver une route optimisée, il va falloir jouer avec plusieurs choses. Il ne veut plus. Avec plusieurs choses, c'est avec la trajectoire, hein, donc la trajectoire du navire à la surface de l'océan, et puis aussi avec le niveau de puissance du moteur, si c'est mon paramètre pour influencer la vitesse, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être la vitesse par rapport au sol simplement, la vitesse de rotation de l'hélice ou des choses comme ça. J'ai représenté sur ce dessin la route d'un navire, donc qui suit une certaine trajectoire, et puis la couleur, elle va indiquer la vitesse, hein, ou le niveau de puissance du moteur quand le navire suit cette trajectoire. Hein. Donc on va jouer là-dessus, hein, sur ces deux choses, la trajectoire et le niveau de puissance du moteur, de façon à essayer d'optimiser autant que possible la route par rapport à certains paramètres. Hein. Donc ces paramètres, ils sont divers et variés. On pourrait dire qu'il y a le coût, naturellement, puisque ça va avoir un coût. Notamment, on va mettre du fuel pour faire, on parle de bateaux qui avancent avec des moteurs, donc on va mettre du fuel pour faire avancer le bateau, hein, ça va coûter de l'argent. Et puis il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent être la sécurité, l'émission de gaz à effet de serre, le confort, la durée, etc. Hein. Donc on peut chercher à optimiser un ou plusieurs paramètres, hein, selon les objectifs, et puis on doit respecter certaines contraintes, hein, pas typiquement les dates, c'est-à-dire qu'on veut que le voyage ait lieu sur une certaine fenêtre de temps, donc on va fixer des dates, hein, une date minimale pour le départ, une date maximale pour l'arrivée, et puis on peut avoir aussi d'autres contraintes pour pénaliser, hein, ou pour interdire certaines régions ou certaines conditions. Donc ce qui est difficile dans ce problème, c'est que l'espace de recherche, il est continu, autant au niveau de la trajectoire du navire qu'au niveau
de la vitesse, le niveau de puissance du moteur qu'on va pouvoir modifier de façon continue tout au long de la trajectoire. Donc avec l'explosion du transport maritime, notamment les échanges avec la Chine, on va dire, le nombre de publications, les gens qui se sont intéressés à ce problème, il y en a de plus en plus, et le nombre de publications, il croît de façon quasi exponentielle, on va dire. Donc juste ça, c'est le nombre de publications, c'était il y a un certain temps. Et les approches qui ont été proposées, il y en a différentes sortes, il y en a beaucoup. Il y a les isochrones, ça c'est les trucs les plus classiques, qui sont arrivés en premier. Puis il y a des approches avec de la programmation dynamique, ou basées sur Dijkstra, ou des algorithmes génétiques. Moi, je vais vous présenter une nouvelle méthode, WRM, c'est une méta-heuristique. L'idée, elle est très simple. Ça consiste à lancer plusieurs fois un algorithme qui va trouver de façon très simple des routes, mais pas très bonnes. Mais on va essayer petit à petit de modifier certains paramètres pour converger petit à petit vers des routes de bonne qualité, en espérant trouver, pour finir, une route très bonne. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques extraits d'articles qui existent pour que vous voyez un petit peu le genre d'approche qui existe. Elles ont toutes une caractéristique, si vous regardez un peu, tout ça c'est des articles différents, c'est que tout ça c'est basé sur une discrétisation de l'espace et du temps. Voilà. Donc ça c'est une approche à mon avis qui est une des plus intéressantes en programmation dynamique, mais à la base on va considérer uniquement certains points, vous voyez c'est les petits points rouges qui sont là, et on va considérer uniquement les routes qui passent par ces points en traversant en ligne directe entre deux points, et puis on va aussi discrétiser le temps ou le niveau de puissance du moteur. Voilà. Donc une note sur Dijkstra, vous voyez, c'est toujours le même genre. Un cas particulier, ce sont les approches basées sur des algorithmes génétiques. C'est un petit peu différent. Donc l'approche que je vais vous présenter, WRM, donc elle partait de ce constat, c'est que finalement on fixe des points de passage et puis on n'envisage pas de pouvoir passer par d'autres endroits. Donc finalement on se prive d'une partie de l'espace de recherche où il pourrait y avoir des routes de bonne qualité. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle traite comme problème de routage? Une version assez simple et classique, il n'y a qu'à dire, où on a un point de départ, une destination, une fenêtre de temps dans laquelle on veut que le voyage ait lieu, s'effectue, un bulletin météo, naturellement, qui va couvrir au moins cette fenêtre de temps, et puis le paramètre vitesse, ce qui va me permettre d'influencer la vitesse du navire, ça va être le niveau de puissance du moteur, que je vais mettre plus ou moins à fond. C'est la position de la manette, si vous voulez, pour aller plus ou moins vite. Et le but ici, ça va être simplement de trouver une route de coût minimal. Donc l'idée, c'est de traiter une série de versions simplifiées du problème, un certain nombre de fois, et d'essayer de modifier certains paramètres de façon à converger petit à petit vers une zone de l'espace de recherche où on espère que les meilleures routes sont. OK? Donc je vais commencer par vous montrer ce que c'est que cette version simplifiée du problème. C'est très simple. C'est défini par un ensemble de points. Donc, oui? Le coût, c'est la puissance fois le temps? Oui. Donc, on va jeter on a un ensemble de points dans l'océan. On a j'appelle ça des legs, c'est le terme un petit peu maritime, si vous voulez, qui relient, ce sont des arêtes, si vous voulez, entre les points. On a un ensemble de niveaux de puissance du moteur qui est donné. Ce sont les valeurs de la puissance du moteur qu'on peut utiliser. Et puis, une fenêtre de temps et un bulletin météo. Si je prends les points et les legs, ça correspond à un graphe. En fait, ce graphe,
on va l'orienter, hein, et puis on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de circuit dedans. Donc une route, pour ce problème simplifié, eh ben, c'est un chemin dans le graphe, hein, avec une date de départ. Hein. Donc ça, c'est les sommets qui constituent le chemin. Et puis, pour chaque arc de ce chemin, j'ai associé un niveau de puissance du moteur. Hein. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va calculer les coûts et les durées, hein, pour évaluer chaque traversée, c'est-à-dire le parcours de chaque arc? Eh bien, on suppose qu'on va nous donner, hein, ce sont des données du problème, ça ne fait pas vraiment partie de l'algorithme, hein, ce sont des données du problème, deux fonctions, une fonction de durée et une fonction de coût, qui vont, pour deux sommets U et V, un niveau de puissance du moteur et une date, me donner la durée et le coût de la traversée pour aller de U à V. Hein. Ce calcul, bon, il y a une petite image pour essayer d'expliquer. Vous voyez qu'il y a des petites cases qui correspondent aux cellules dans lesquelles mon bulletin météo me donne à chaque fois la prévision du vent. Hein. Évidemment, ça dépend du temps aussi. Hein. Ça dépend du temps. Et donc, on va calculer, enfin, ces fonctions-là vont s'occuper de calculer la durée pour aller de U à V, hein, si je mets telle puissance sur mon moteur. OK? Voilà. Donc moi, pour mes expérimentations, j'ai été obligé de développer ces, ces fonctions. C'est pas très simple, surtout pour les vagues, il faut dire. Hein. Donc ça ressemble à ça. Je vais aller assez vite parce que c'est pas vraiment l'objet de l'exposé. Hein. Donc il y a la puissance totale pour faire avancer le bateau à une certaine vitesse, c'est la puissance au ralenti, plus la puissance par mer calme, quand il n'y a pas de vent, et plus la puissance nécessaire pour lutter contre le vent, si vous voulez, et puis un paramètre d'érosion pour les vagues. Hein, voilà. C'est des formules, c'est des choses que j'ai trouvées dans la littérature, qui sont relativement classiques, mais je répète, ça n'a pas de rapport avec l'algorithme. L'algorithme, lui, on lui donne des fonctions et il va faire ses calculs. Hein, voilà. Donc, je reprends ma route et je vais dire que cette route, elle est valide. Hein, maintenant que j'ai ces fonctions de calcul du coût et de la durée, hein, je peux calculer tout à partir de la date de départ, je peux calculer les horaires de passage du navire en chaque point. Je peux calculer le coût donc pour parcourir chacun des segments et donc je vais pouvoir trouver quelle est la date d'arrivée hein, à la destination et pour quel coût. Okay. Donc ma route elle est valide eh ben, si la date de départ et la date d'arrivée représentent une fenêtre de temps qui est incluse dans celle que j'avais au départ, Tmin, Tmax. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des routes valides qui ont un coût minimal, hein, le coût le plus petit possible. Hein. Et la méthode que je vais utiliser, elle est très simple, mais l'idée, ce n'était pas de trouver la meilleure solution, mais que ça coûte pas cher. Hein. Donc, elle est très simple, elle est un petit peu naïve, on va dire, brute, hein, mais elle est peu coûteuse. Hein. Donc, l'idée, c'est de propager à travers le graphe ce que j'appellerais des coûts datés. Hein. Alors, un coût daté, c'est un triplet avec un sommet, une date et un coût. Hein. Et ce triplet signifie que je peux atteindre, à partir de mon port de départ, hein, je peux atteindre le sommet U à la date T pour un coût C. Hein. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va créer des coûts datés pour le port de départ avec un coût nul et on va les propager à travers le graphe, hein, à chaque fois en envisageant pour chaque arc, si vous voulez, tous les niveaux de vitesse, de puissance possible du moteur. Hein. Donc naturellement, en créant tous ces coûts datés, ça va exploser, on va en avoir un nombre qui va croître de façon exponentielle,
eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement en jeter de temps en temps quand il y en a trop. Donc comment est-ce qu'on fait pour les choisir, ceux qu'on jette? On fait un peu comme on veut. Je pense que c'est important de ne pas le faire de façon trop calculée et que c'est bien de temps en temps de faire un peu au hasard. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette propagation, je vais prendre les coûts datés au port d'arrivée et ces coûts, ils représentent des routes qui m'ont permis de partir de mon point de départ après la date minimale et d'arriver à mon port d'arrivée avant la date max. Je vais avoir un coût, je vais choisir tout simplement celui qui est le plus petit et ça va correspondre à la meilleure route qui a été produite par cet algorithme plus ou moins glouton. Donc on peut l'améliorer, on peut faire des choses, on peut calculer des dates minimales d'arrivée, on peut calculer des dates maximales d'arrivée en partant de la fin, on peut calculer des bornes minimales pour les coûts, pour éventuellement arrêter la propagation quand on sait qu'on est en train de construire un coût qui de toute façon ne me permettra jamais d'améliorer le meilleur coût que j'ai trouvé pour l'instant, ou des choses comme ça évidemment, on peut faire. Ça peut aider un petit peu. L'algorithme, grossièrement, sa complexité, ça va être donc le nombre d'arcs, le nombre de niveaux de puissance et multiplié par k, le nombre maximal, enfin la borne que je me donne du nombre de coups datés pour chaque sommet. On va dire que pour chaque sommet, on va se fixer cette borne k, et s'il y a plus de coups datés, on va en jeter. Voilà. Donc c'est très peu coûteux, ça va très vite. Ok? Voilà. C'était l'idée. Donc l'algorithme méta-heuristique, lui, il va fonctionner de la façon suivante. Pour un point de départ, un point d'arrivée, une fenêtre de temps, une plage pour les niveaux de puissance du moteur, un bulletin météo et un certain nombre d'itérations. On va faire le nombre d'itérations fois, générer un problème simplifié, comme on a vu, résoudre ce problème simplifié, éventuellement mettre à jour la meilleure route que j'ai trouvée pour l'instant, ou les meilleures routes, il peut y en avoir, je peux en garder plusieurs éventuellement, et puis on va mettre à jour ces paramètres pi qui sont utilisés pour générer les problèmes simplifiés. Donc ces paramètres, ils sont divers et variés, je vais les utiliser pour contraindre la génération. C'est le point clé du truc, c'est de bien générer les graphes correspondant à ces problèmes simplifiés, mais quand on les génère, on va mettre d'autres informations dedans. On ne va pas mettre que des points qui sont reliés entre eux, on va aussi mettre pour chaque point des fenêtres de temps pour le passage, et puis peut-être des fenêtres aussi pour le niveau de puissance du moteur qui vont être associées à certaines régions. Voilà. Et donc petit à petit, on va renforcer, durcir ces paramètres de façon à avoir un espace de recherche qui va être de plus en plus restreint et on espère qu'il va converger vers une région où se trouvent les meilleures routes. Donc la stratégie générale, c'est tout d'abord de faire un certain nombre de runs sans aucune contrainte, pour essayer d'explorer un petit peu tout, parce que des fois il y a des îles au milieu ou des choses comme ça, donc il y a des choix à faire. Et puis ensuite, se focaliser sur une zone et puis intensifier la recherche sur cette zone. Quand tu rappelles le truc, tu changes la discrétisation ou tu gardes le même. Là parce qu'au début, tu as dit que c'était un point continu, mais finalement, sur un graphe, tu as un peu discrétisé oui. Le problème. Est-ce que quand tu cherches, tu dis ok, je réduis l'espace de recherche, tu refais une discrétisation pour être plus précis ou... À chaque fois, je rejette des points dans le. À chaque fois, je recrée un graphe. Dans la première phase, par exemple, où c'est non contraint, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points et peu de coûts pour essayer d'explorer un peu tout. Et puis après, c'est l'inverse qui se passe. Il y a peu de points, mais on va augmenter un petit peu le nombre de points. Mais comme on réduit la zone, vous allez voir... C'est une question plus globale, mais sur
là, sur ce que tu viens de dire sur les choix, s'il y a deux choix qui sont à peu près équivalents, qui vont être difficiles à choisir, est-ce que ça va être possible de revenir en arrière sur une décision, ou est-ce qu'une fois qu'on a fait un choix... Non, c'est un peu un problème, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je conserve plusieurs routes. D'accord. Voilà. Je conserve toutes les meilleures routes, et en fait, je vais m'intéresser. Donc, des fois, il y a deux, ça va faire deux. Et c'est vrai que c'est un petit peu un problème dans ce genre de cas. Quand c'est pas très, justement, on ne peut pas converger de façon très continue, on sait pas, il va y avoir un choix un peu radical à faire, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Voilà. Donc voilà par exemple, génération d'un graphe. Donc là on est en cours de traitement, donc on a déjà une zone, on calcule une route, voilà. Maintenant on va marquer la zone autour de la route, et on va générer maintenant, dans cette zone, un nouveau problème. Donc là, j'ai juste représenté la zone, mais il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme je l'ai dit, la plage horaire où on passe, et ainsi de suite, qui vont tous se réduire petit à petit. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Donc voilà, on réduit petit à petit, et puis au bout d'un moment, on s'arrête. Voilà. Donc, voilà, j'ai programmé le truc, voilà, avec des jolies images. Donc voilà un exemple pour le trajet de Marseille à Chypre. Donc c'est un bulletin météo du mois de mars. Donc c'est le modèle météo que j'utilise, moi, c'est GFS. Donc c'est un modèle là qui donne la météo sur 384 heures, ça fait 16 jours, avec des intervalles de 3 heures, donc il va me donner les prévisions sur 16 jours, pour toutes les 3 heures, et avec une résolution pour la Méditerranée de 0,25, d'un quart de degré. Ça fait à peu près 23 km, 22 km, un truc comme ça. Donc là, ça c'est le résultat, c'est la solution qu'il a trouvée. Donc vous voyez que la route elle est un peu biscornue, il y a des trucs, ça dépend du vent. Moi, dans les paramètres que j'ai utilisés pour le calcul du coût, c'est-à-dire de l'effet du vent et des vagues sur la progression du navire, volontairement ils sont surpondérés, et donc le bateau il est très très sensible au vent. Donc c'est pour ça qu'il fait beaucoup de zigzags, mais je trouvais que c'était quand même plus intéressant. Donc on voit en haut à droite, la courbe violette, c'est le niveau de puissance du moteur, qui évolue tout le temps. Donc ça plaît pas du tout aux capitaines des navires, parce qu'en fait c'est pas possible de faire ça. Mais moi mon algorithme il n'est pas capitaine, donc il peut faire. Et en vert, c'est la vitesse par rapport au sol du navire. Donc on voit qu'il y a certains endroits où il a mis une grosse puissance. C'est parce que là, il y avait du vent très fort. Donc il devait entraîner une surconsommation. Et puis en même temps, le navire, pour pouvoir avancer, il faut vraiment qu'il mette une grosse puissance. Donc, voilà. Et là, ici, dans le dessin en dessous, j'ai représenté tous les coûts datés du port d'arrivée. Donc sur ce graphique, vous avez en abscisse l'heure d'arrivée. Donc ça c'est la fin de la fenêtre de temps, 260, et là c'est 225, donc c'était bien avant. Et puis en ordonnée, le coût. Donc ça veut dire que naturellement, plus on va mettre de temps, plus on arrive tard, et plus on arrive à avoir des solutions avec un coût faible. Naturellement, les bateaux, ils vont de plus en plus lentement d'ailleurs, justement pour consommer un petit peu moins. Mais là, j'ai mis en bleu marine l'enveloppe de Pareto, puisque ce sont tous les coûts qui sont donc optimaux entre le temps et le coût réel. Donc là, c'est un trajet qui faisait 1581 milles, qu'il a fait à une vitesse de 12 nœuds, et le coût, c'était 2 100 000. Et vous voyez qu'il a utilisé l'intégralité de la fenêtre de temps, c'est-à-dire 130 heures. La fenêtre de temps que je lui avais donnée, c'était 130, 260. Il est parti à 130, il est arrivé à 260. Il a exploité totalement la fenêtre de temps. Voilà.
Donc celui-là, je ne sais pas s'il est très intéressant, on va le passer. Voilà. Donc ça, par contre, on peut très facilement, hein, c'est ça l'intérêt de la méthode, on peut très facilement aménager différentes choses comme interdire des choses ou pénaliser des choses avec cet algorithme. Et donc là, par exemple, je propose de pénaliser certaines conditions météo qu'on veut éviter. Hein. Donc elles sont indiquées ici. S'il y a plus de 22 nœuds de vent et qu'on est à moins de 120 degrés du vent, eh bien, on va pénaliser la navigation. Hein, la pénalisation, elle est proportionnelle à la force du vent, au dépassement des 22 nœuds. Hein. Et puis, même chose pour les vagues. Hein. Là, en fait, c'était pour... On ne veut pas naviguer avec les vagues dans le dos si elles font plus de 1,50 m, parce qu'en fait, les bateaux, du coup, ils ont tendance à bouger et ils perdent du chargement. Voilà. Donc, on voit dans ce cas que le coût, ben, c'est plus du tout le même. Hein. Ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. Au lieu de 2 100 000, là, on est à 3 700 000. Il n'a pas du tout suivi la même route, hein, puisque l'autre, il passait au nord de la Corse, là-haut, et puis ensuite, il passait là-haut. Hein. On la voit, la route, d'ailleurs, là-bas, voilà. Donc, lui, il est passé vraiment à l'extrême sud, là, pour éviter les mauvaises conditions météo, qui devaient être trop coûteuses, hein, pour lui. Et puis, surtout, il y a un autre truc intéressant, c'est que, en fait, eh ben, il n'a pas exploité toute la fenêtre de temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti à 130 heures pour arriver à 260, il est parti plus tard, hein, à 155 heures, parce que, sans doute, il devait y avoir des mauvaises conditions, un Mistral fort à Marseille, et que donc, même si, en partant plus tôt, il aurait globalement moins consommé, bah, le fort vent l'aurait pénalisé. Hein, voilà. Et puis, pour finir, puisque... Oui. Tu n'as pas affiché la consommation, à quel point la consommation est réelle et plus élevée, la consommation de carburant? Ouais, je ne saurais pas dire. Mais je pense qu'il est beaucoup trop sensible au vent. Mais en même temps, maintenant, il cherche de plus en plus, il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à exploiter le vent avec des cerfs-volants ou avec des voiles gonflables, des choses comme ça, pour s'aider quand les conditions elles sont bonnes. Et donc, je pense que c'est important d'en tenir compte. Hein. C'est important. Et puis, donc pour finir, il y a certaines zones qu'on appelle les zones ECA, dans lesquelles il y a une réglementation qui oblige à limiter certaines émissions, notamment de gaz avec du soufre ou des choses comme ça. Et donc, dans ces zones-là, les navires sont souvent obligés de changer de carburant. Hein, ou de moteur, enfin il y a différentes solutions, mais en tout cas ça coûte plus cher. Donc dans ces zones, alors je crois qu'il n'y en a pas en Méditerranée, je crois que c'est surtout en Amérique du Nord qu'il y en a, mais donc dans ces zones, la navigation coûte donc plus cher, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur fuel lourd bon marché, et donc ben, on va essayer d'éviter ces zones de façon à pouvoir polluer tranquillement. Et donc... Donc là, on voit qu'il y en a une ici, hein, je l'ai dessinée en vert, et donc la route normale qui passait au nord de la Corse, on voit que là maintenant, ben, ça l'aurait un petit peu pénalisé. Hein, j'ai mis une augmentation du coût de 20% hein, quand on traverse ces zones, et donc on voit que là, du coup, ben, le coût total est un peu plus élevé. Hein. Et puis j'ai un autre exemple avec une zone ECA, c'est la même. C'est la même zone, mais je l'ai étendue, vous voyez, complètement ici, donc il est obligé de la traverser. Et on voit au niveau de la vitesse que ce qu'il va faire, eh bien, il va ralentir hein, dans cette zone, c'est ici, là. Il va se mettre quasiment à la puissance minimale pour consommer le moins possible quand il traverse la zone, puisqu'il est obligé de la traverser. Hein. Et donc, il va moins polluer de fait. Hein, voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. A priori, tu tiens compte de l'évolution de la météo, parce que la météo donc a des prévisions, mais est-ce que tu tiens compte du fait que la météo peut être inconnue? Parce que là, si tu traverses la Méditerranée, non.
Non. Mais pour répondre quand même un petit peu à cette question, il y a des modèles météo qui tiennent compte justement des probabilités et qui intègrent en fait différents modèles météo et qui fabriquent un truc, c'est un nom, je ne me souviens plus. Bon. Et qui intègrent le fait que certains ils sont meilleurs que d'autres sur certaines zones, qu'ils ont eu plus souvent raison ou des choses comme ça, et donc qui combinent tout ça pour essayer de fabriquer un bulletin qui va être plus sûr que chacun des autres à part. Parce que pour l'instant, pour chaque zone, à chaque instant donné, tu as tel vent et telle hauteur de vague. Voilà. Tu n'as pas tel vent avec telle probabilité, Non. etc. Non. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Ensuite, sur un bateau à voile, donc du coup, tu aurais des courbes même négatives sur du vent de face. Bah alors, bon, pour les bateaux à voile, moi, le truc, il marche avec. Hein. Mais je l'utilise. Mais le problème est plus simple. Parce que le bateau à voile, lui, il est à fond tout le temps. On a des polaires, et puis celui qui navigue, ben, s'il y a tel vent, il va mettre telle voile et il va aller à telle vitesse parce qu'il ne va pas chercher à ralentir. Ce n'est pas tout à fait le même problème, donc finalement, c'est plus simple pour les bateaux à voile que pour les bateaux à moteur de transport. Yann, ouais, moi j'avais une question par rapport à quand tu disais je ne garde pas tous les triplés, tu sais, Ouais, tous les coups. C'est des poèmes avec le temps et la consommation. Voilà. Donc le truc naturel, ça serait de dire il y a des triplés qui sont dominés par d'autres, oui. Parce qu'on peut arriver, ça coûte moins cher, voilà, c'est un peu la programmation dynamique, on va garder juste les points non dominés, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que tu fais, donc tu peux expliquer comment tu les sélectionnes. Non, parce que c'est le fait déjà, rien que le fait de garder ceux qui sont Pareto optimaux, par exemple, dans la pratique, c'est pas forcément bon, même pour un port qui est au milieu. Parce que en fait, le fait d'avoir un truc optimal au milieu, c'est pas ça qui va te permettre qui va donner une route optimale. Peut-être qu'il valait mieux arriver plus tard avec un coût plus élevé, mais qu'au final, tu aurais pu quand même gagner. Donc, ça sert à rien de chercher à tout prix à garder ceux qui sont Pareto optimaux. Donc, bon, moi j'ai un petit bricolage. Hein. Quand ils sont avec des dates très proches, s'il y en a un qui est plus coûteux, ben, évidemment il faut le jeter. Et puis s'ils ne sont pas très proches et qu'on ne sait pas et qu'on peut hésiter, eh ben, il faut tirer à pile ou face et puis c'est tout. Et après j'avais encore. Pardon, juste là. Donc quand tu dis je tire le nuage de poil, là, ça c'est un peu les positions, donc ça à chaque fois tu le retires, mais tu pourrais aussi tirer aléatoirement les niveaux de puissance. Tu fais ça aussi ? Je fais un peu ça aussi. Mais ce qui est important surtout, c'est de réduire petit à petit tous les paramètres, et donc comme tout ce genre d'algorithme, en fait c'est beaucoup des réglages, quoi. J'ai l'impression que tu es très dépendant de ton premier chemin. Ben, en fait, pas tant que ça. Enfin, typiquement dans le cas du Nil, pas tant que ça, parce que le premier chemin, je le trouve pas en un seul coup. Ouais, je vais faire un certain nombre. Ça j'entends, mais que au bout du premier coup, enfin, je veux dire, entre passer au nord de la Corse et au sud de la Corse, tu vas faire un certain nombre de fois sur la première itération. Donc, tu vas choisir un petit peu dans tout le reste si tu es passé au nord ou au sud de la Corse. Et une fois que tu as fait ce choix, tu es un peu engagé, mais en prenant cette enveloppe autour. Et dans un sens, enfin, moi, c'est la manière dont j'imagine, enfin, c'est d'avoir ce que tu gardes ton meilleur chemin, qui sont essentiellement un ensemble de meilleurs points, et tu fais une enveloppe autour. Et ces points-là, on pourrait les qualifier. Qu'est-ce que c'est que les meilleurs points ? On pourrait les qualifier un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on se rend compte que un point, quand il est à telle distance de l'arrivée, à peu près dans telle zone, on sait qu'il y a plutôt des bons chemins à partir de ce point-là, enfin en backtracking, enfin selon un coup, on pourrait avoir une sorte d'heuristique sur ces points-là en disant s'ils dépassent telle valeur, on les garde, et s'ils sont inférieurs à telle valeur, un gage de qualité. Ça permettrait d'avoir un truc qui ne dépend pas juste d'un seul chemin. Alors c'est vrai, mais enfin moi j'ai une solution pour ça, c'est que je garde plusieurs routes.
Oui, d'accord. Et donc, alors au bout d'un moment, ça va abandonner. Ouais, mais c'est pas évident parce que tu risques de garder plein de routes qui sont super proches, c'est difficile en fait. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais en fait, il me semble hein, il y a des cas, et c'est vrai que c'est embêtant, et notamment sur l'exemple que j'ai donné là, c'est-à-dire qu'en passant au nord ou en passant au sud, on a une route qui est de presque le même coût. Et donc, il faudrait soit vraiment explorer ces deux régions de l'espace de recherche complètement, parce qu'en fait, il faut attendre un moment pour vraiment que la différence, elle devienne vraiment visible. Ou sinon, ce genre d'algorithme, il faut les lancer plusieurs fois. Hein. Je crois que c'est tout bêtement. Hein, c'est le. Des fois, on peut imaginer qu'il y a un endroit où la belle route soit relativement facile à trouver, parce que ça se passe bien, et puis d'autres où c'est un peu plus tight. Oui, non, il y aurait tu pourrais interdire, chercher, et puis après interdire des choses, justement pour qu'il aille voir ailleurs, ou des choses comme ça. Ouais. Il y avait d'autres questions ici, Nathan? Tu as mentionné le fait de prendre en compte le courant, mais pour dire que tu ne le faisais pas. Oui, parce que d'abord parce que moi en fait j'ai fait que le vent à la base, et si j'ai fait les vagues c'est parce qu'ils m'ont demandé, le rapporteur m'a demandé pour l'article, et ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc les courants, il m'a pas demandé, donc mais je pense que le courant on peut simplifier, il me semble, hein, c'est pas évident, en disant tout simplement, mais on considère qu'entre deux points, la route du navire c'est la route orthodromique directe, quoi. Voilà. Et puis le navire, s'il y a du courant, il va avancer en crame, c'est tout. Voilà. Enfin, je veux dire, oui, il va avancer en crame par rapport au sol. Je pense que ça, c'est une solution. Voilà. Et c'est sûrement la plus simple. J'ai une question sur la littérature, exactement sur cet algorithme. Est-ce qu'on fait, parfois on modélise les routes des navires avec de façon vraiment continue, genre avec des courbes paramétriques, je sais pas. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ça paraît assez. Ça serait. Je sais qu'il y a des gens qui ont pensé, mais j'ai vu aucun travail là-dessus. Ouais. Après, bon, juste pour dire un tout petit mot, par exemple, les capitaines, eux, ils disent que ça n'a aucun rapport avec la réalité, parce que d'une part, on ne peut pas modifier le niveau de puissance comme ça, et puis d'autre part, parce que ces gros navires, rien que pour tourner, en fait, ils ne peuvent pas suivre un angle. Alors, petit à petit, à force de converger, là, ça finit par faire quasiment une courbe, effectivement, mais s'il y avait vraiment un angle à faire, un gros navire, il ne peut pas tourner à un endroit comme ça. Il lui faut beaucoup de temps pour tourner, donc il va faire des ondulations, en fait. Je me demandais si sur ce sujet-là, il y avait des benchmarks dans la littérature, que tu avais pu te comparer avec d'autres méthodes d'algorithmes. Non, alors il n'y a pas de benchmark pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent c'est des sujets assez, confidentiels. Hein. Il y a pas, souvent c'est des startups qui développent des trucs ou des sociétés. Ils publient pas leurs trucs, hein, ni ils donnent leur logiciel évidemment. Et puis d'autre part, rien que pour les fonctions d'évaluation là des coûts par exemple, c'est très très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de littérature là-dessus et c'est toujours pas très. Il y en a qui font des essais dans des bassins, il y en a qui essaient de modéliser avec des trucs ultra compliqués, mais ça fait des années et personne n'a dit un jour bon ben ça y est, maintenant on a réussi à le faire, on sait comment. C'est très compliqué, ça dépend de la forme de la coque, ça dépend de tellement de choses. Les vagues c'est pareil. Hein. Et donc je pense qu'on sait faire avec des AIS en mémorisant. En calculant, une fois qu'on a un navire, on regarde, on relève le vent, les vagues, et on dit, bah tiens, voilà, j'avais tel niveau de puissance et j'allais à telle vitesse. Bon. Mais après, pour arriver à le faire en amont, c'est très compliqué. Et donc, pour faire des benchmarks, il faudrait qu'on mette des trucs simples. Et j'ai l'impression que c'est pas la volonté tellement de l'ensemble des gens qui travaillent dans ce domaine. Je voulais te demander, il y a quelques années, il y avait eu une thèse dans l'équipe, à l'époque, était encore Ricard et Estelle,
une telle chiffre financée par la CMA qui a quelques petits... Non, 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 elle était financée par Atos. Ah, par Atos, c'est vrai. Ah, c'est vrai, par Atos. Et donc, je voulais te demander, avec ces travaux-là, ça c'est en continuité ou c'est complètement différent? Alors elle faisait autre chose, c'est-à-dire elle commençait par calculer une route à vitesse constante. Voilà. Elle calculait la meilleure route à telle vitesse. Voilà. Elle fixait la vitesse, elle calculait la meilleure route et après elle optimisait sur cette route. Des méthodes qui optimisent à la fois sur la trajectoire et sur la vitesse en même temps, en fait, c'est que depuis, je dirais, 5-6 ans qu'il y a eu des articles là-dessus. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on optimisait la route à vitesse constante, et puis après, éventuellement, on modulait. Une question ? Justement, tu parlais un peu de l'AIS, parce que, enfin, je suis d'accord que AIS, c'est juste un track GPS des navires. Donc les positions successives entre chaque navire. Potentiellement, ce serait amusant de regarder entre ce que toi tu prévois sur un bulletin et ce qu'a fait un navire sur cette même période de temps, a posteriori évidemment. Mais il faudrait avoir vraiment les fonctions qui correspondent. Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué, je pense. Voir pourquoi pourquoi il fait quelque chose de différent aussi. Peut-être. Enfin, je veux dire juste, parce que là, tu as ta fonction, mais c'est vrai que c'est pas évident c'est pas amusant de regarder si ça tombe sur la même chose ou ça tombe pas du tout sur la même chose et de dire tiens, peut-être qu'ils ont, ils ont d'autres raisons ou ils ont juste des raisons d'habitude. Oui. Merci.